11 choses qui te rendent pauvre et qui peuvent potentiellement te mener au surendettement. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Juris Business. Aujourd'hui, on va parler de toutes les mesures qu'on va pouvoir prendre pour éviter une procédure de surendettement. En jurisprudence, il y a énormément d'affaires qui concernent justement cette procédure de surendettement. Lorsqu'une personne rencontre des difficultés économiques, le but de cette procédure, c'est d'établir un rééchelonnement des dettes pour lui permettre justement de pouvoir faire en sorte de faire face à son passif exigible. On vise un effacement total ou partiel de la dette. Toute personne de bonne foi qui est dans l'impossibilité de faire face à ses dettes va pouvoir déposer un dossier pour tenter d'obtenir une procédure de surendettement. Mais avant d'en arriver là, il y a quand même quelques petites choses qu'on peut faire pour éviter cela et mieux gérer ses finances personnelles. Je ferai une vidéo spécifique sur la demande de procédure de surendettement, mais comme je vous le dis, on va vraiment essayer d'établir une feuille de route qui va vous permettre d'éviter de vous retrouver dans des situations qui sont pour le moins inconfortables. Première chose que vous ne devez pas faire, c'est ne pas vivre à découvert. Le découvert bancaire, c'est lorsque votre solde du compte est en négatif. Donc ça veut dire que vous passez en dessous de zéro. En gros, vous n'avez plus de capital, mais vous en devez à la banque. Et le problème déjà, c'est que si vous avez des dettes à honorer, c'est un petit peu compliqué de les honorer dans cet état-là, forcément vous l'aurez compris. Et en plus de ça, vous allez devoir payer des agios à la banque. Donc ce sont des frais qui sont additionnels que vous devez à la banque dès que vous êtes en découvert. Il y a plusieurs types d'agios, je ne rentre pas forcément dans le détail, mais sachez-le de manière générale, arriver en découvert, c'est payer des frais supplémentaires. Et forcément, ces frais supplémentaires vont venir aggraver votre situation financière qui n'est déjà pas au mieux de sa forme. Deuxième erreur, c'est de ne pas investir. Avoir de l'argent en banque, c'est bien. Par contre, l'investir, c'est mieux. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir une espèce de fructification qui va se faire, notamment au niveau des dividendes qu'on va recouvrer. Il y a trop de personnes qui ont pas mal d'argent en banque et qui le laissent malheureusement dormir sur des comptes courants. Le compte courant va avoir une rentabilité qui va être très faible. D'ailleurs, elle est nulle sur le compte courant à proprement parler. Par contre, sur le livret A, le PEL, etc., vous avez une petite rentabilité qui est l'ordre de quelques pourcents. En gros, sur une année, vous allez peut-être faire 100 euros si vous estimez heureux. Par contre, si vous investissez sur le PEA, c'est une autre chose. Déjà, vous allez toucher des dividendes. Les dividendes, c'est la rémunération que l'entreprise va vous octroyer pour être devenu en fait actionnaire minoritaire certes, mais actionnaire de l'entreprise. Et périodiquement, soit trimestriellement, annuellement, mensuellement, l'entreprise va vous verser un dividende qui est variable en fonction des entreprises. Vous avez par exemple AXA qui va verser un dividende, il me semble, annuel de 1,70 € par action. Donc ça, c'est votre première manière de faire de l'argent via le PEA. La deuxième, c'est la capitalisation boursière. Ça veut dire que par exemple, mon action qui vaut 25 € à un instant T va valoir 40 € à un autre instant T. Et si je vends à 40 €, forcément, j'aurai réalisé la plus-value qui se situe entre les deux entrées, entre l'entrée et la sortie. L'avantage du PEA, c'est qu'on a un avantage fiscal qui est non négligeable une fois qu'on l'a détenu pendant 5 années d'affilée. Si je sors l'argent de mon PEA avant les 5 années depuis la création de ce dernier, là pour le coup je perds mon avantage fiscal. Donc c'est hyper intéressant d'ouvrir un PEA, d'investir un petit peu, de laisser traîner 5 ans et de récupérer la plus-value avec une imposition qui est plus faible. Et pour ceux qui pensent que c'est extrêmement risqué d'investir dans le PEA, laissez-moi vous montrer le graphique de LVMH, donc Louis Vuitton. C'est une entreprise qui a traversé toutes les crises du 21e siècle. Il me semble qu'elle est cotée en bourse depuis les années 1900, mais en tout cas, vous voyez que malgré toutes les crises, l'action LVMH ne fait que monter. Et les actionnaires de LVMH ne font qu'augmenter leur cours de bourse et que récupérer des dividendes. Donc c'est extrêmement intéressant pour eux. Et en plus, au sein de votre PEA, lorsque vous touchez les dividendes, vous pouvez les réinjecter sur d'autres actions. C'est ce qu'on appelle l'effet cumulé. Vous allez par exemple toucher des actions Louis Vuitton, des dividendes de Louis Vuitton, et avec ces dividendes, vous allez pouvoir peut-être racheter des actions Louis Vuitton. Et en fait, vous rentrez dans une espèce d'effet boule de neige qui ne fait que faire augmenter et croître votre capital. Je vous laisserai ma chaîne de bourse dans le coin si ça vous intéresse, mais grosso modo, c'est quelque chose que vous devez vraiment tenir en compte.
Troisième erreur, c'est d'investir sur les parts que va te proposer la banque. Dès que tu ouvres un PEA, la banque va te dire « Coco, viens là, j'ai des parts à t'offrir ». Mauvaise idée parce que les parts de la banque ne sont pas des actifs très intéressants. Tous les experts de bourse vous le diront, vous n'aurez pas une grosse plus-value et peut-être même que vous allez être déficitaire, vous n'allez rien gagner puisque après, une fois que vous avez réalisé vos 100-200 euros de plus-value, les frais de gestion arrivent et la fiscalité vient s'appliquer également et ça vous laisse peau de chagrin. Donc très mauvaise opération, n'achetez pas les fonds que vous propose votre banque. Prenez au contraire votre PEA en gestion libre et sélectionnez vous-même vos actions en analysant correctement les entreprises sur lesquelles vous allez investir. Quatrième erreur, c'est les fameux acheter maintenant et payer après. Ok, vous êtes content à un instant T, vous allez acheter votre truc, vous êtes libéré d'un poids financier à un instant T. Par contre, vous ne savez pas si au moment où vous allez devoir régler votre achat, vous allez être dans une situation financière qui va être correcte pour pouvoir régler cet achat. Peut-être que justement, au moment où la personne va exiger le paiement, vous allez être dans une situation déficitaire, vous allez être peut-être même en découvert bancaire. Et là, pour le coup, ça ne fait qu'aggraver votre situation financière. Parce que je vous le rappelle, si vous avez un découvert, plus le découvert est grand, plus vous payez d'intérêt. Ces fameux agios. Cinquième erreur, vous ne respectez pas votre budget et vous ne dépensez qu'en fonction de vos revenus. C'est ce que j'appelle communément vivre au-dessus de ses moyens. Vous identifiez que vous avez reçu 1700 euros par exemple et vous vous dites avec ces 1700 euros, je vais passer le mois, je vais faire ce que je veux. Et au final, vous vous retrouvez à zéro. Vous n'avez pas de capacité d'économie. Et ça, le profil type, c'est souvent les personnes qui vont se donner un style de vie qui ne leur correspond pas. Par exemple, les gens qui ont un SMIC et qui vont s'habiller full Louis Vuitton par exemple. Inversement, la personne qui va budgétiser va dire ok, il y a telle partie de mon revenu qui va correspondre au montant de mon loyer par exemple ou au montant de mon prêt. Telle partie qui va correspondre à ce que je vais mettre en termes de nourriture. Telle partie qui va correspondre au contrat que j'ai par exemple de téléphonie. Enfin bref, vous m'avez compris. Cette personne va vraiment segmenter et va savoir quelle partie de son revenu doit être attribuée à quelle dépense. Et avec une vision comme ça, vous ne pouvez pas faire de faux pas. Par contre, en fermant les yeux sur vos finances, là vous êtes beaucoup plus à même de faire des faux pas et de vous retrouver justement à découvert. Sixième erreur, c'est ne pas vérifier vos factures. C'est quelque chose qui arrive plus souvent qu'on ne le pense, mais pas mal de fois, il y a des erreurs sur les factures et vous ne les corrigez pas. Et forcément, c'est une charge supplémentaire que vous n'avez pas forcément à payer. Et ça, croyez-moi, c'est quelque chose d'assez courant. Il y a pas mal de contentieux en la matière. Et les contentieux, c'est les gens qui vérifient. Mais je peux vous garantir qu'il y a énormément de personnes qui ne vérifient pas parce qu'il y a un biais, le biais du professionnel. Le professionnel ne se trompe jamais. Or, ce n'est pas le cas. Le professionnel se trompe également et il peut, par exemple, vous imputer quelque chose que vous n'avez pas forcément à payer. Donc gardez-le en tête, n'oubliez pas de vérifier régulièrement vos factures pour ne pas payer quelque chose d'indu. Septième erreur, c'est ne pas chercher à minimiser le taux d'intérêt. Lorsque vous remboursez des dettes, essayez de rembourser d'abord en priorité les dettes qui présentent le plus gros taux d'intérêt. Par exemple, remboursez les prêts relatifs à la carte de crédit avant ceux qui sont relatifs par exemple à un prêt étudiant. Parce que forcément sur le prêt étudiant, le taux d'intérêt est beaucoup plus bas. N'oubliez pas que les intérêts sont toujours applicables sur la totalité du montant, même si vous faites chaque mois des paiements minimum. Vous avez la possibilité de calculer vos intérêts en utilisant la calculatrice en ligne. Avec cette dernière, vous pourrez faire un portrait en ligne du remboursement de votre crédit et des intérêts qui sont attachés. N'oubliez pas que les taux d'intérêt, vous pouvez quand même toujours les négocier. Donc essayez toujours de négocier vos taux d'intérêt. Ne prenez pas ça comme acquis. Il y a certains cas où les taux d'intérêt sont conventionnés, mais il y a d'autres cas où vous pouvez les négocier. Huitième erreur, c'est ne pas déterminer la carte de crédit qui vous convient le mieux. Si vous êtes étudiant par exemple, la majorité des institutions bancaires vont offrir des cartes étudiants qui ont des frais beaucoup plus intéressants que des cartes de crédit normales. Si vous êtes étudiant, faites quand même attention à ça parce que ça peut vous permettre d'économiser quelques euros. Et on le sait tous, quand on est étudiant, économiser quelques euros, c'est le nerf de la guerre. Vous avez un outil qui vous permet de comparer l'ensemble des cartes de crédit et regarder celles qui ont des frais et celles qui n'en ont pas. Évidemment, dirigez-vous vers celles qui n'en ont pas.
Neuvième erreur, c'est avoir plusieurs cartes de crédit. Pourquoi? Parce que ça vous permet, ou plutôt ça vous incite à contracter plus de crédit à la consommation. Avec une seule carte de crédit avec un plafond par exemple de 500 €, vous avez déjà de quoi faire. Donc ne vous rajoutez pas quelque chose en mettant une deuxième carte de crédit et en vous disant ok, j'ai la porte ouverte pour contracter beaucoup plus. Parce que pour le coup, en accumulant les crédits à la consommation, c'est là où vous allez vous retrouver dans des situations qui sont plutôt délicates. En enlevant une carte de crédit, vous enlevez la possibilité de vous endetter davantage. Et vous allez garder un bien meilleur contrôle sur votre capacité financière, sur vos achats, sur vos dépenses, etc. Ce qui va vous placer dans des meilleures positions pour aller chercher des taux d'intérêt beaucoup plus bas. Et vous entrez dans une espèce de cercle vertueux qui est très intéressant. Dixième erreur, c'est ne pas faire de budget de caisse. Lorsque vous avez obtenu votre salaire, n'oubliez pas que vous avez des frais récurrents qui sont fixes, que vous allez devoir payer. Donc pour obtenir vraiment ce que vous allez pouvoir disposer, ce dont vous allez pouvoir disposer, il faut déduire tous ces frais fixes. Par exemple, que ce soit les contrats de téléphonie, les prêts, les loyers, l'énergie, etc., etc. Ce n'est qu'après déduction de tout ça que vous allez vraiment avoir votre revenu réellement net. De cette manière, vous allez pouvoir vraiment constater ce que vous avez et ça va peut-être vous éviter de vous embarquer dans des crédits qui sont plutôt dangereux pour vous. Ce n'est qu'avec cette analyse de votre situation concrète que vous allez pouvoir estimer si vous pouvez vous lancer dans un prêt pour acheter une voiture par exemple. Si vous voyez qu'après déduction de tous les frais fixes, vous avez 300 € par mois, ne vous lancez pas dans un prêt pour acheter une voiture. Et chose très intéressante à faire, c'est d'utiliser des tableurs pour vraiment faire vos petits exercices comptables et quand même avoir une vision plutôt globale de l'année pour éviter de faire des reports, etc. et de toujours avoir des comptes qui sont quand même plutôt propres et fidèles à la réalité. Soyez soigneux parce que la comptabilité est très très importante, surtout sur vos finances personnelles. Et sur ma chaîne, il y a énormément d'entrepreneurs individuels et là, pour le coup, ils savent très très bien de quoi je parle puisque la comptabilité, c'est carrément le nerf de la guerre pour gérer leur activité au mieux. Parce que pour le coup, avec les entreprises individuelles, on n'a pas un salaire fixe, on dépend des contrats qu'on va avoir et peut-être qu'un mois, on va avoir 2-3 contrats et que l'autre, on va en avoir 0. Et pour le coup, là, il faut vraiment bien gérer sa comptabilité pour éviter de se retrouver dans le rouge. On pense tous à l'agent immobilier qui va vendre par exemple un appartement au mois de septembre par exemple et qui ne va pas en vendre avant le mois de novembre-décembre. Et cet agent immobilier doit tenir une comptabilité impeccable s'il ne veut pas se retrouver dans le rouge avant de revendre un bien immobilier. 11e erreur, c'est ne pas épargner avant d'acheter. Lorsque vous allez acheter un bien à crédit, par exemple, plus vous allez demander une somme importante et plus vous allez payer d'intérêt sur la somme. Donc pour le coup, en économisant au préalable, vous allez forcément réduire ce taux d'intérêt et économiser et ça va avoir pour effet d'assainir votre situation financière. Il y a beaucoup de gens qui se disent « Ok, je vais acheter une voiture neuve, j'économise pas, je vais faire le prêt et je vais payer full intérêt. » Mauvaise idée. Le plus intéressant, c'est d'économiser au moins 50 à 60% de la valeur réelle du bien et d'après contracter un crédit si besoin pour pouvoir acheter le reste. De cette manière, comme je vous le dis, vous allez réduire votre taux d'intérêt et en plus de ça, vous aurez une mensualité à payer qui sera beaucoup moins importante que si vous preniez simplement l'entièreté du prêt. L'entièreté de la somme à payer plutôt sous forme de prêt. Parce que plus vous allongez la durée d'amortissement, et plus vous payez, vous risquez même des fois de payer le double du bien que vous achetez. Ça, c'est des cas qui sont concrets, c'est réel. En téléphonie, par exemple, vous finissez par exemple par payer le double du téléphone, quasiment de manière certaine. Donc gardez-le bien en tête, c'est des choses qu'il faut vraiment savoir parce qu'au final, toutes ces facilités de paiement, etc. sont en réalité plutôt délétères pour votre situation financière personnelle. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé à y voir un petit peu plus clair, qu'elle vous a aidé à établir quand même une espèce de plan vis-à-vis de vos finances. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'appuyer sur le bouton des notifications, de mettre un pouce bleu et moi je vous retrouve dans les 2 vidéos qui s'affichent directement à l'écran.